Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je vous fais une petite vidéo pour revenir sur pas mal de choses. Je vais revenir sur le prix que vient de recevoir Rafa de la part de As, et je vais revenir sur sa reprise de l'entraînement et sur mes attentes sur la saison qui arrive, donc la saison 2018. Donc Rafa, je ne sais pas si vous avez suivi, mais vient d'être élu par le journal AS, le journal espagnol AS. Il vient d'être élu plus grand sportif masculin de tous les temps, à l'occasion du 50e anniversaire du journal. Et chez les femmes, c'est Belmonte qui a reçu ce prix de plus grande sportive espagnole de tous les temps. Donc voilà, donc ça c'est un titre, j'ai envie de dire, un peu anecdotique, surtout qu'on sait que Rafa gagne quasiment à peu près tous les titres, tout ce genre de titres qui sont des titres remis par la presse. Donc voilà, après on imagine que Rafa doit être bien content, et c'était plus une anecdote qu'autre chose. C'est un titre qui est assez mérité au vu du palmarès et au vu de ce que les autres sportifs espagnols ont réussi. Alors après, évidemment, il y a toujours le débat. Manolo Santana aurait pu l'avoir, Iker Casillas aurait pu l'avoir, des joueurs de la sélection espagnole auraient pu l'avoir, Alberto Contador aurait pu l'avoir, Fernando Alonso. Mais je pense que aucun de ces sportifs-là n'a dominé son sport comme le fait Nadal, et n'a réussi ce qu'a fait Nadal, notamment avec cette décima Roland-Garros. Donc voilà, donc ça c'était pour l'anecdote. Maintenant on a des nouvelles un peu de Rafa, qui reprendra l'entraînement le 18 décembre en compagnie de Joao Sousa. Donc comme l'année dernière, Joao Sousa va venir à l'académie de Rafa du 18 au 22 décembre. Ils vont partager quelques jours d'entraînement ensemble. Ensuite Joao repartira au Portugal, et Rafa va continuer sa préparation avant de voyager jusqu'à Abu Dhabi pour disputer l'exhibition d'Abu Dhabi, exhibition dans laquelle seront présents Novak Djokovic, Stanislas Wawrinka, Pablo Carreno Busta, Milos Raonic et Dimitrov, je crois, mais je ne suis pas très sûr. Donc voilà, une exhibition à laquelle va disputer Rafa, qui est pour moi une bonne idée. Autant les exhibitions en plein milieu d'année, je suis pas spécialement fan, autant celle-ci est pour moi bien plus intéressante, puisqu'elle permet de faire la jonction entraînement, match de préparation et match officiel, puisque derrière Rafa participera à Brisbane. Moi je suis très curieux de cette année 2018, déjà parce qu'on va avoir le retour de Stanislas Wawrinka, de Novak Djokovic, de Milos Raonic, de Kei Nishikori. Donc ça va nous donner, et d'Andy Murray aussi évidemment, donc ça va nous donner une saison 2018 très intéressante. Toutes les cartes vont être redistribuées, donc voilà, donc ça va être vraiment très intéressant. Après, moi je ne vais pas vous parler de résultats, de titres, de classement, tout ça. Pour moi l'année prochaine, ce que j'attends vraiment de Rafa, c'est en termes de tennis. À partir de maintenant, le coach principal de Rafa, c'est Carlos Moya, c'est plus Tony. Donc voilà, donc on sait que Carlos a souvent proposer de nouvelles choses à Rafa, et il va pouvoir le faire encore plus l'année prochaine, puisque c'est lui qui aura les rênes du coaching dans le clan de Nadal. Moi, en termes de jeu, j'attends pour moi il y a trois axes d'évolution. Je parle vraiment d'évolution et pas de progression. Pour moi il y a trois axes d'évolution auxquels Rafa doit se plier. La première, c'est pas vraiment du jeu, mais ça a une influence directe sur son jeu et sur ses résultats, c'est le calendrier. J'espère vraiment que Carlos Moya va être le premier à réussir à faire comprendre à Nadal que son calendrier est trop chargé. Qu'il y a des tournois auxquels Rafa doit absolument ne pas participer. Je pense à Acapulco, qui sert absolument à rien. Je pense à Pékin, à Bâle, et pourquoi pas Shanghai. En faisant ça, ça permettrait à Rafa d'avoir 3, 4, voire 5 semaines off en plus. Alors 3 ou 4 semaines sur une saison, ça paraît pas beaucoup, mais à ce niveau-là, déjà en termes de décalage horaire, en termes de récupération, c'est énorme. 4 semaines off, c'est 4 semaines où vous donnez la possibilité à votre corps de régénérer les cellules, à vos tendons de récupérer. C'est vraiment l'occasion de mettre la machine au frais, comme on dit.
et de vraiment déjà déconnecter mentalement et de permettre à votre corps de mieux encaisser toutes les charges physiques et mentales auxquelles il va être soumis durant toute la saison. Donc ça, c'est vraiment le premier axe de progression de la part de Rafa. Moi, je suis très content que Rafa aille à Brisbane et plus à Doha, parce que pour moi, Doha, c'était un non-sens. Je l'avais déjà dit à l'époque. Entre Doha et Melbourne, il y a à peu près 20 degrés d'écart. Les conditions sont complètement différentes, c'est pas la même surface, ce sont pas les mêmes balles, donc il n'y a aucun intérêt. Aujourd'hui, Brisbane, c'est exactement les mêmes conditions météorologiques, la surface est la même, les balles sont les mêmes, donc c'est vraiment une vraie préparation pour l'Open d'Australie. Donc voilà, donc la première chose pour moi c'est le calendrier où Rafa, de toute façon je pense que là-dessus on est tous d'accord, Rafa doit faire des améliorations et doit alléger son calendrier, même pourquoi pas zapper certains Masters 1000, Shanghai par exemple. Donc voilà. Ensuite, le premier axe de travail pour moi de Carlos Moya, ça doit être le service. Rafa cette année a dans l'ensemble beaucoup mieux servi que les 2-3 années d'avant. Et ça s'est vu notamment sur les points gagnants en deuxième balle. J'ai vu une stat déroulée. Rafa est celui des 10 meilleurs joueurs du monde qui a remporté le plus de points derrière sa deuxième balle. C'est vraiment une partie du jeu dans laquelle Rafa doit au moins maintenir son niveau. Et moi, je pense même qu'il doit faire évoluer son service dans le sens où il doit réussir à obtenir un service avec plus d'effet, trouver des meilleures zones pour emmener du service volé. Pour moi, Rafa doit vraiment, l'année prochaine, se concentrer sur cette qualité de service, parce qu'aujourd'hui, quand Nadal sert bien, quand il sert très bien, on l'a vu par exemple à l'US Open en deuxième semaine, il est quasiment pas mis en danger, il se fait breaker une seule fois dans la deuxième semaine, c'est par un Juan Martín del Potro dans un premier set où Del Potro joue de manière exceptionnelle, et en plus c'est un break qu'il concède de manière un peu chanceuse, puisque la balle de Del Potro rebondit sur le filet avant de retomber juste derrière. Quand Nadal sert bien, ça lui permet sur les jeux de retour, être beaucoup plus détendu et prendre beaucoup plus de risques. Donc cette qualité de première, il doit la garder. On l'avait vu à Roland-Garros où Nadal avait extrêmement bien servi, et au final, il avait gagné le tournoi sans perdre un set. Alors que on ne peut pas dire qu'à Roland-Garros, il a eu un tableau extrêmement facile, parce qu'il y a eu des joueurs comme Robin Haase qui peuvent être très piégeux, même si sur terre battue on savait que ça allait être compliqué, Dominic Thiem, Stanislas Wawrinka, Carreno Busta qui malheureusement s'était blessé, Bautista Agut et Benoît Paire, et il m'en manque un qui ne me revient pas sur les 7. Enfin bref, peu importe. Donc ça avait été un tableau plutôt difficile, et Nadal, avec sa qualité de service, s'en était vraiment sorti à chaque fois et en faisant de très bons matchs. Aujourd'hui, si Nadal se met à très bien servir, c'est un joueur qui peut espérer gagner n'importe où, et même à Wimbledon par exemple. Donc pour moi, ça doit être vraiment le premier axe de travail. Le deuxième axe, ça doit être, pour moi, côté revers, Nadal doit être capable de prendre la balle plus tôt que ce qu'il a fait cette année. Je dis côté revers et non pas côté coup droit, parce que côté coup droit ça me paraît très compliqué, puisque Nadal a une mécanique de mise en place de son coup droit qui est très longue, donc prendre la balle tôt c'est très compliqué pour lui. Par contre côté revers, vu que Nadal en réalité est droitier, avec sa main droite il arrive à raccourcir sa préparation et à frapper juste en opposition. Si Nadal se met à frapper beaucoup plus tôt en revers, à venir couper les trajectoires, comme il le fait parfois sur certaines séquences, mais s'il arrive à le mettre en place de manière plus systématique et plus tôt dans l'échange, ça peut lui permettre de beaucoup plus dicter les échanges. Aujourd'hui, Nadal, ça avait été un commentaire qui avait été mis, je suis d'accord avec vous, Nadal se déplace moins bien. On sait que Nadal peut aujourd'hui jouer 4-5 heures sans problème, par contre il est moins rapide. Donc, ses qualités défensives sont un petit peu moins impressionnantes que ce qu'elles étaient par le passé. Ça reste un très grand défenseur, ça reste pour moi le meilleur défenseur à l'heure actuelle sur le circuit, avec Novak Djokovic. Pour moi, c'est vraiment les deux joueurs qui en défense sont vraiment extraordinaires. Et Andy Murray quand il est dans un bon jour, mais Murray je le mettrai un cran en dessous. Et donc si Rafa arrive à souvent dicter les échanges et faire courir ses adversaires, automatiquement
il deviendra un joueur plus dangereux et il pourra toujours compter sur ses qualités défensives quand il en aura besoin et ainsi faire mal à ses joueurs sur le plan athlétique. Côté revers, il est vraiment capable de le faire. On l'a vu sur gazon cette année. Alors sur gazon, je sais que tout le monde retient cette défaite qui se joue vraiment à rien contre Müller, mais jusqu'à ce match-là, où il a raté son début de match, il a raté sa première heure de jeu, il s'est retrouvé mené 2-7-0 assez rapidement. Il jouait très bien à Wimbledon, moi je trouve, et c'était pour moi, sincèrement, avant sa défaite contre Müller, je pensais vraiment que Nadal pouvait aller au bout du tournoi. Sincèrement, ça n'a pas été le cas. Il est tombé sur un joueur qui ce jour-là était meilleur que lui et qui a gagné fort logiquement ce match. Mais voilà, donc Moya doit permettre à Nadal d'être beaucoup plus agressif côté revers. Et en plus, le côté revers, Nadal a cette capacité qu'il a moins côté courroie de changer les directions. Le revers long de ligne de Nadal, dans la diagonale, Nadal a toujours été très solide côté revers, mais il a aussi ajouté le revers long de ligne cette année. Et je pense que si il continue à être aussi bon côté revers et en prenant la balle un peu plus tôt, je pense que ça peut être une très très bonne nouvelle pour Nadal dans sa qualité de jeu. De manière générale, si on résume un peu, si je devais résumer ce que moi j'attends de l'année prochaine, étant donné que Moya, à partir de maintenant, est l'entraîneur de Nadal, moi j'attends un Nadal plus agressif. Tout simplement, je veux voir Nadal plus dicter le jeu, je veux le voir beaucoup plus au filet, je veux le voir prendre les balles tôt, faire des amortis, je veux le voir créer plus de tennis et je pense qu'il en est vraiment capable. Et si jamais Rafa réussit à faire ça, il peut espérer, pourquoi pas réussir une deuxième saison consécutive de très grand niveau. Aujourd'hui, on le sait tous, Nadal, depuis 2008, a jamais réussi à enchaîner 2 grosses saisons de suite. L'exception qui peut être là, c'est 2010 et 2011, puisqu'en 2010, Nadal remporte Roland Garros, Wimbledon et l'US Open. Et il gagne aussi un grand chelem en 2011, tout en perdant des finales contre Novak Djokovic à Wimbledon et à l'US Open. Donc c'est peut-être la seule exception. Après, tout ça, ça va dépendre en grande partie d'une seule chose. Ça va être la capacité de Nadal à être au top physiquement. Pendant un temps, j'avais évoqué sur le blog, il me semble, je ne sais plus si j'en avais parlé, mais je pensais que Rafa allait se faire opérer du genou, et apparemment ça n'a pas été le cas, Nadal n'a pas été opéré. Au contraire, il a même participé à un tournoi de golf, ce qui n'aurait pas pu être possible s'il avait été opéré du genou. Moi je pensais à une injection de plasma comme il avait eu en 2008. Visiblement, il n'y en a pas eu, ou en tout cas on n'a pas eu l'info. Donc voilà, moi je pense que physiquement ça a l'air d'aller, parce que Rafa a pratiqué un tournoi de golf à peine une dizaine de jours après son forfait au Masters. Donc je me dis que ça doit pas être si grave que ça. Malheureusement on n'a pas d'infos réelles. La seule info qu'on a à l'heure actuelle, c'est que le 18 décembre il reprendra l'entraînement. Ça se peut que ça soit un poil plus tôt en fonction évidemment de son genou. Dans tous les cas, Nadal, entre son forfait au Masters et sa future reprise, il y aura eu entre 4 et 7 semaines en fonction de la date. Donc voilà, donc je pense que ça aura largement permis à Nadal de récupérer, de soigner son genou, de vraiment déconnecter et de repartir sur une nouvelle saison. Nouvelle saison qui s'annonce très intéressante parce qu'on a plein d'interrogations. Est-ce que Nadal va rester au top? Est-ce que Federer va pouvoir réaliser de nouveau une grosse saison comme il l'a fait l'année dernière? À quel niveau vont être Djokovic, Wawrinka et Murray qui reviennent de blessure? Dimitrov va-t-il confirmer, etc. Donc c'est vraiment une saison qui moi me donne très envie de la regarder. J'ai vraiment hâte. L'Open d'Australie, ça va être un gros temps fort de la saison. Moi j'adore ce tournoi. Paradoxalement, des tournois du Grand Chelem, c'est celui que Nadal a le moins gagné, mais c'est celui qui me plaît le plus devant la télé. Alors je sais pas si c'est le côté de regarder des matchs en pleine nuit, en plein décalage horaire, et que nous on soit en hiver alors qu'eux ils sont en plein été, qui crée ça, je sais pas. Mais paradoxalement, c'est un tournoi qui a jamais vraiment bien réussi à Nadal, qui a eu souvent des blessures, etc. Et pourtant, j'adore vraiment ce tournoi. Le public australien est absolument merveilleux. Et en plus, l'année prochaine,
Petit plus, le petit plus, c'est qu'on va avoir un tableau qui va être complètement dingue, puisque Djokovic, Murray et Wawrinka sont assez loin au classement finalement, surtout Djokovic et Murray. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des huitièmes de finale absolument dingues. On peut avoir un Nadal Djokovic en huitième de finale, un Federer Djokovic, un Federer Murray. Ça peut être quelque chose de très très intéressant. Et surtout la bonne nouvelle pour Nadal, parce que si vous reprenez le tableau de l'année dernière, Nadal avait pris Zverev au troisième tour et s'est imposé en 5-7. La bonne nouvelle, c'est que Dimitrov, Zverev, tout ça, ces joueurs qui sont à mon avis des futurs vainqueurs de Grand Chelem, notamment Zverev, et même Dimitrov, je pense qu'il est capable d'aller chercher un Grand Chelem. Nadal les évitera au moins jusqu'en quart, voire les demi-finales. Je sais, j'ai plus le classement exact en tête. Nadal et Federer sont 1 et 2, et Dimitrov et Zverev doivent être 3 et 4, donc ça veut dire que Nadal ne peut pas jouer ces joueurs-là, Federer avant la finale et les deux autres avant les demi-finales. Donc on va avoir un tableau qui va être super intéressant. Aujourd'hui, dire Nadal est favori, Federer est favori, avant ce tournoi, c'est quasiment impossible. En plus, il y a toujours cet intérêt de l'Australian Open qui arrive très très tôt dans la saison, où on sait qu'il y a souvent des surprises parce qu'il y a des joueurs qui parfois arrivent pas prêts parce qu'ils ont repris l'entraînement plus tard, parce qu'ils avaient vraiment besoin de souffler par rapport à la fin de saison précédente. Donc voilà, donc moi j'ai vraiment hâte. Comme d'habitude, si vous avez des questions et des interrogations, vous n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires à laisser sur le blog, évidemment, vous les laissez. À partir de maintenant, je vous le dis, les commentaires qui ne seront pas signés, même quel que soit le contenu, seront supprimés. Voilà, parce que ça m'énerve les gens qui se signent pas et qui laissent un commentaire anonyme. Donc voilà, mais par contre, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Pas de questions sur la déco. Je suis pas chez moi, je suis parti en vacances. Dans la belle famille. Donc voilà, donc la déco, c'est pas la mienne. Chacun se fera son opinion là-dessus. Mais si vous avez des questions tennis ou sport de manière générale, franchement, vous n'hésitez pas. Et comme d'habitude, j'y répondrai avec un grand plaisir. Je vous dis à très vite sur le blog. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous voyez la vidéo.